dans l'interaction qu'il y a entre le développement cérébral et l'impact de l'environnement. Ce qui veut dire que lorsque l'environnement agit sur le développement cérébral, il peut favoriser, permettre la mise en place d'une organisation fonctionnelle différente. Et cette fenêtre temporelle est très importante, donc on appelle souvent plasticité cérébrale. Cette plasticité cérébrale, on le sait, elle existe tout au long de la vie, mais il existe une phase très précoce dans laquelle elle est maximale, puisqu'elle a tendance à diminuer de la toute petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Et elle va en corollaire avec ce que l'on sait du développement du cerveau, qui est cette phase importante d'explosion neuronale et synaptique à une période donnée qui est entre 18 et 24 mois, et puis ensuite un processus de sélection neuronale pour améliorer la fonction cérébrale, qui est ce qu'on appelle le mécanisme de pruning. Et si on agit très tôt dans cette période-là, dans ces 24-48 mois, on a plus de chances d'améliorer justement tout ce qui est connectivité fonctionnelle, tous les processus de synaptogénèse adaptés à la fonction, et donc d'améliorer le pronostic de l'enfant. Avec une nouvelle modélisation en ce qui concerne les troubles du spectre autistique, peut-être un peu différente de ce qui avait été présenté auparavant, qui était un substratum biologique qui va intervenir directement sur l'anatomie, ou du moins sur tous les circuits cérébraux, et qui va être donc à l'origine de comportements divers et de troubles du comportement. Aujourd'hui, le modèle est plus un modèle transactionnel de développement où vont interagir en même temps non seulement le terrain biologique, non seulement le développement cérébral, l'environnement social, et c'est l'interaction de ces trois éléments avec des poids aussi importants de part et d'autre qui vont être à l'origine de tout ce qui est phénotype comportemental. Mais le phénotype comportemental, lui aussi, a une action, je dirais, rétrograde sur le développement cérébral, et voire même, et c'est là où ce que disait Philippe Évrard est très juste sur l'expression même des gènes, voire même au niveau biologique. Donc c'est plutôt ce modèle transactionnel que l'on retient aujourd'hui. Alors, résumons, une intervention précoce. Pourquoi? Parce que réellement le développement cérébral et les apprentissages sont liés non seulement au terrain génétique, mais aux expériences avec l'environnement, et avec l'environnement très tôt, que cette influence environnementale, elle peut même modérer l'expression des traits hérités et avoir une fonction directe au niveau d'expression du gène, et que dans les toutes premières années de la vie, on considère qu'il s'agit là d'une période, d'une fenêtre, d'une période cruciale dans le développement et l'organisation cérébrale. Et en fait, ces expériences positives, actives durant cette période, sont nettement plus efficaces et probablement bien moins coûteuses que des interventions qu'on ferait chez l'enfant, chez l'adolescent et chez l'adulte, qui certes auront une efficacité. On ne peut pas dire non, à partir de maintenant, c'est foutu si on ne s'occupe pas des enfants très très tôt. Bien sûr que l'on est actif, mais pas aussi fort, pas avec un tel impact que lorsque l'on agit très très tôt. Alors pour agir très tôt, il faut déjà bien connaître le développement classique, bien savoir ce qu'un enfant est capable de faire en termes d'interaction sociale, en termes de communication, et vous le savez, en tant que neuropédiatre, les enfants ont un potentiel interactif extrêmement élevé dès les toutes premières semaines de la vie, avec des capacités d'imitation, avec une relance et une recherche de l'interaction auprès d'autrui, avec la mise en place d'une communication qui n'est pas seulement le langage. Souvent on se trompe dans les troubles du spectre autistique, on entend souvent « Ah, mais cet enfant, il parle, donc il n'est pas autiste ». Parler, c'est une fonction de communication, mais il y a d'autres fonctions de communication. Se regarder, faire des grimaces, montrer, se toucher, tout ça, ce sont des fonctions de communication. On trouve toujours les mêmes signes prédominants. Et lorsque les parents vont coter cela et le donnent au médecin, celui-ci va estimer que le screening est positif si 3 des items parmi les 23 seront cotés négativement. Non, mon enfant ne fait pas ça. Ou si seulement 2, au travers des 6 que je vous ai montrés tout à l'heure, cotent positivement. Et si cette cotation, ce screening positif, s'associe à votre impression clinique, à vos inquiétudes, là, il est tout à fait adapté d'orienter directement vers une équipe
plus spécialisée sur les troubles du développement qui permettra de faire ou non un diagnostic de trouble du spectre autistique. Ça pourra être un autre trouble du développement, un trouble spécifique du langage, un trouble dysphasie, qui sera à lecture plus simple plus tard au cours du développement. Mais en tout cas, vous ne passez pas la période cruciale des 18-24 mois où il faut détecter le trouble. Alors ce diagnostic précoce, le problème c'est qu'il n'y a pas suffisamment encore d'équipes formées pour le mener et il n'y a pas de formation surtout sur les outils spécifiques qui sont utilisés. Il intéresse, comme pour l'enfant plus âgé ou l'adulte, une équipe pluridisciplinaire avec des compétences et des visions communes, avec des procédures adaptées qui vont intégrer non seulement des entretiens standardisés et validés, une observation clinique de l'enfant, toute une batterie d'évaluation de la communication, des fonctions cognitives, de l'évolution en psychomotricité de l'enfant et bien évidemment des examens complémentaires intégrant tout ce qui est électroencéphalographie, imagerie, neuroimagerie, génétique et métabolique. Alors, on a vu tout à l'heure la notion d'intervention précoce. On va essayer un petit peu de définir un petit peu mieux ce que l'on souhaite faire. D'abord, précisons un petit peu ce que sont les termes. Qu'est-ce que c'est que d'aller stimuler et d'aller stimuler précocement un enfant? La définition classique qui est faite, c'est d'essayer d'actualiser au maximum le potentiel de l'enfant en intervenant directement, bien sûr, auprès de lui, mais pas seulement, mais aussi dans toutes les sphères de son développement. Et ça doit s'effectuer le plus tôt possible dans la vie de l'enfant avant d'intégrer l'école. Très souvent, j'avais une discussion ce matin ici, on dit « Ah mais c'est souvent à l'entrée à l'école qu'on s'inquiète et c'est souvent là que le diagnostic est fait. » Eh bien c'est trop tard. Il faut que ce diagnostic soit fait en amont pour déjà mobiliser l'ensemble de l'environnement de l'enfant. Alors le but, bien entendu, ça n'est pas de guérir, puisqu'on est dans un trouble neurodéveloppemental, mais de limiter le handicap et surtout de limiter les handicaps secondaires. Et on le sait, moins on agit sur la capacité de communication et d'interaction de l'enfant, plus on augmente les risques de survenue de troubles secondaires et de troubles du comportement surtout, qui vont limiter encore plus le potentiel d'intégration de l'enfant. Et donc, plutôt que de stimuler, on parle d'intervention précoce. Et là, l'intervention précoce, si on la définit, c'est une action qui est orientée à la fois vers les parents, vous voyez, le rôle des parents va être fondamental, et vers l'enfant. Le but, c'est d'entourer, soutenir l'enfant et ses parents, protéger l'installation des interactions précoces, vraiment en rééduquant ces interactions, ce potentiel interactif chez l'enfant, en formant les parents à aller susciter cette interaction, et en proposant donc ces aides techniques et préventives. Et donc, l'ensemble de ces actions doit jouer sur toutes les composantes du développement de l'enfant et pas seulement sur une composante, la communication, la rééducation orthophonique ou le soutien psychothérapeutique. Non, c'est vraiment sur l'ensemble des composantes du développement qu'on doit agir, mais pas seulement sur l'enfant, pardon de me répéter, mais aussi sur la famille avec un soutien, une guidance, une formation de la famille et de l'environnement proche de l'enfant, la crèche, la halte garderie, les personnes qui gardent l'enfant. Tout le monde doit avoir un regard commun, une compétence commune, je dirais le plus petit dénominateur commun qui permet d'aider l'enfant dans son développement. Et ce que l'on va cibler, c'est chez un tout petit, la capacité à regarder l'autre, le contact oculaire, qu'on va aller rechercher activement, l'attention conjointe, l'imitation, la communication verbale et non verbale et la gestion des comportements problèmes. C'est-à-dire offrir à l'enfant un autre comportement plus adapté socialement que celui qui va être de crier, de mordre, de se faire du mal, parce qu'il ne peut pas exprimer clairement ses besoins. Parce que quand on n'a pas de langage, quand on n'a pas de communication gestuelle, on n'a pas d'autres moyens pour se faire comprendre que d'avoir un trouble du comportement qui va aller alerter l'autre et provoquer une réponse au niveau de l'environnement. Alors cette formation, cette intervention précoce, elle doit être intensive. C'est-à-dire 2 à 3 heures par semaine ne suffisent pas. Aujourd'hui, dans la littérature internationale, on parle plutôt d'une vingtaine d'heures par semaine. Elle doit intégrer l'action de professionnels très formés, avec des procédures structurées, homogènes, évaluées. On n'agit pas comme ça, il faut vraiment mesurer ce que l'on fait et se fixer des objectifs.
Il y a tout ce travail avec les parents, avec un transfert des connaissances important de la part des professionnels vers les parents. C'est vraiment un travail de partenariat. Et puis une grosse évaluation des pratiques avec ce que je dirais la mise en place d'une supervision par un observateur externe qui n'est pas impliqué lui-même dans la prise en charge de l'enfant et qui permet vraiment d'avoir un résultat objectif. Les techniques qui semblent avoir montré la meilleure efficacité aujourd'hui sont plutôt des techniques d'orientation développementale et comportementale en environnement naturel. On ne travaille pas à l'hôpital, on ne travaille pas dans un cabinet privé, on travaille aussi au domicile des enfants, dans les lieux de garde, avec l'environnement naturel de l'enfant. Et c'est là où les résultats sont les meilleurs. Les modèles qui sont mis en avant aujourd'hui, en tout cas ceux qui ont donné lieu à des travaux publiés scientifiques, sont des modèles inspirés de l'ABA, l'analyse appliquée des comportements, avec vraiment cette vision développementale telle que l'équipe de Sally Rogers l'a mis en place dans le modèle de Denver, le Early Start Denver Model, et le modèle de Kugel avec les comportements pivots. Les principes, c'est vraiment d'améliorer les comportements à forte valeur sociale, renforcer et maintenir les bons comportements, enseigner des nouvelles aptitudes à l'enfant pour élargir son potentiel et ses capacités et sa gamme d'interaction, réduire les comportements perturbateurs et transférer un comportement d'une situation à l'autre, c'est-à-dire généraliser un acquis de l'enfant. Parce que certains enfants, ils peuvent savoir faire quelque chose à la maison ou alors dans votre cabinet, mais ils ne sont pas capables de le mettre en place ailleurs. Et vous savez à quel point ces enfants sont fixés sur les situations, sur l'environnement, et dès que vous perturbez un petit peu ce modèle, ils ne sont plus capables de prendre leurs repères et d'agir de façon adaptée. Donc le but, quand vous apprenez à l'enfant un comportement, votre mission aussi, c'est de lui apprendre ce comportement dans des situations variées pour qu'il puisse l'utiliser sans être handicapé par sa méconnaissance de la réponse comportementale dans un autre environnement. Et pour ce faire, il faut vraiment agir dans un environnement social positif, avec du renforcement de l'enfant et avec une notion majeure qui est celle de plaisir d'être avec l'autre. On a longtemps parlé de ces stratégies comportementales comme des stratégies de dressage. Vous l'avez entendu, je l'ai entendu. Ça n'a strictement rien à voir. C'est juste travailler en donnant à l'enfant la notion de plaisir d'être avec l'autre, d'échanger, d'apprendre au travers d'une relation qui se passe dans la bonne humeur et plutôt bien. Ça veut dire qu'au départ, on suit l'enfant, c'est lui qui est le modèle. On définit un peu ses sources d'intérêt, on s'adapte, on fait ce que l'on appelle du pairing. Et une fois que ce pairing est réussi, c'est-à-dire que l'enfant vous intègre dans son environnement comme quelqu'un de plutôt positif, avec qui il se passe des choses plutôt sympas, là vous pouvez commencer à travailler avec des objectifs bien précis, à partir des éléments de préférence de l'enfant, pour essayer d'étendre un peu son schéma comportemental et d'apporter ensuite d'autres compétences. Ça a l'air simple comme ça. C'est un très très lourd travail avec vraiment une grosse étude du comportement de l'enfant. Ça n'est pas intuitif, il faut vraiment mesurer ce que l'on fait, mais ça donne au travers de ces modèles vraiment des bons résultats. L'autre élément, c'est l'implication très lourde dans la vie familiale de la famille, avec une logistique importante, avec un coût important, et ça on reviendra là-dessus. Et puis un ajustement nécessaire, parce que puisqu'on demande à ce que ce travail soit fait très très tôt au cours de la vie, c'est difficile à conceptualiser avec deux parents qui travaillent. En tout cas, je voulais vous montrer un petit peu les améliorations qu'on peut avoir avec le modèle, par exemple le modèle de Denver, qui est justement ce travail sur le comportement et l'interaction sociale pendant 20 à 25 heures par semaine, en ce que l'on appelle 1 pour 1, c'est-à-dire un adulte pour un enfant. Vous voyez un peu le coût stratégique que ça pose, avec des parents formés, et ce pendant au moins 2 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas une intervention limitée dans le temps. Il faut 2 ans d'intervention précoce pour avoir des résultats significatifs, comme le disait Philippe Ebrard tout à l'heure, sur le niveau cognitif de l'enfant, avec vraiment des résultats qui montrent plus de 18 points de différence à partir de mesures sur des tests adaptés aux très jeunes, des échelles de Glenn.
et puis une amélioration également sur la communication et les stratégies de communication de façon très très claire dans le groupe d'enfants pris en charge. Alors ensuite, il y a d'autres façons de prendre en charge ces enfants. Un peu plus tard, au cours du développement, on parle souvent de modèle, on a surtout parlé de modèle TEACH, qui est un modèle qui exige aussi une évaluation précise du niveau développemental de l'enfant, qui va tenter d'aménager au maximum l'environnement spatio-temporel de l'enfant, et ça passe aussi par un enseignement très structuré, mais les résultats n'ont pas été mis en place, c'est difficile de le mettre en place tel qu'il est fait ce programme TEACH chez les très jeunes. Schoepfler l'avait mis en place pour des enfants de 5-6 ans, et ça va jusqu'à l'âge adulte. En tout cas, il y a un impératif majeur. La première étape, la première chose à faire, c'est de donner un moyen de communication à l'enfant. Et pour donner ce moyen de communication, on a pensé surtout aux meilleures stratégies de traitement cognitif de l'enfant, et on s'est aperçu que c'est plus au niveau visuel qu'au niveau auditif que les choses se faisaient. Donc on a utilisé des images, des photos, des pictogrammes pour améliorer la compréhension de l'enfant de notre communication et de notre communication verbale, puisque quand il entend le langage, il n'y a pas vraiment de signification entre un mot et ce qu'il représente. Donc il faut apporter le substratum visuel pour favoriser cette compréhension. La cible, c'est que bien évidemment, quand on donne un outil de communication, on réduit de façon très très importante, et même chez l'adulte, il y a des adultes autistes qui sont nouvellement pris en charge, à qui on donne ce type d'outil de communication, qui réduisent de façon considérable leurs troubles majeurs du comportement. Un de ces moyens, un de ces outils, c'est le PECS, le Picture Exchange Communication System, qui, vous voyez, utilise des pictogrammes, qui permet vraiment de travailler étape par étape. Alors au début, on commence juste par une petite image, j'en sais rien, d'un verre d'eau, et puis on commence à structurer le langage visuel comme une syntaxe de phrase. Je veux un verre d'eau. Et l'adulte qui travaille avec l'enfant, enfin tous les adultes formés de son environnement, vont associer le support visuel, l'enfant va être capable d'utiliser et de mettre en place sa phrase, mais il va falloir aussi apporter le support oral, c'est-à-dire l'adulte dit « Ah, je veux un verre d'eau ». Et on associe vraiment la sphère orale, auditive, et la sphère visuelle. Oula, oui. Pour l'instant, tout va bien. Donc, si nous résumons, les apports de cette intervention précoce, elles vont jouer au niveau du comportement, au niveau de la communication, au niveau des fonctions cognitives de l'enfant, améliorer bien évidemment les capacités d'insertion sociale et les capacités d'interaction, et de fait, améliorer l'autonomie de l'enfant. Donc, lui permettre une meilleure intégration au niveau de la scolarité, et puis on en déduit au long cours, bien évidemment, une meilleure intégration de la personne adulte au sein de la société et l'accès, sans doute, pour les plus invalidés à des emplois protégés, pour ceux qui ont de meilleures compétences interactives et cognitives, à des emplois normaux. C'est ça l'objectif. Et les meilleurs prédicteurs, je vous invite à les regarder, bien évidemment, plus le QI est élevé en tout départ, meilleur est le pronostic. Le degré de sévérité des symptômes en fonction de chaque domaine de ces symptômes, mais plus le déficit en socialisation, en communication et en imitation sont élevés, probablement plus les compétences seront diminuées, mais elles vont tout de même avoir une possibilité d'extension, de majoration bien plus élevée que si on n'intervient pas précocement. L'âge, c'est un prédicteur très très lourd, c'est-à-dire le meilleur gain est vraiment avant l'âge de 4 ans. L'intensité du traitement, le minimum de 20 heures par semaine, pendant au moins 2 ans. Le niveau de supervision et de formation des accompagnants, ça c'est global, hein, les professionnels, mais aussi l'environnement proche, avec cette très forte implication des parents. Les freins aujourd'hui, partout dans le monde, partout, c'est la méconnaissance de ces signes précoces, le peu d'utilisation des outils de détection, pas suffisamment d'unités de diagnostic avec des professionnels formés et outillés, et surtout très peu de professionnels formés à l'intervention précoce, et
un point majeur, c'est le coût de ces modèles. À l'heure actuelle, c'est impossible, même dans des pays dits à haut potentiel financier, je peux en parler, hein, parce qu'en Suisse, je pense que ça n'est pas la contrée la plus pauvre du monde, eh bien, il est impossible de développer un modèle de ce type aussi coûteux de 1 pour 1, 20 à 25 heures par semaine. Notre but aujourd'hui, c'est d'essayer, au travers d'études qui sont faites, de regarder ce qui est le plus efficace dans ces modèles-là et d'essayer, je dirais, d'élaborer, d'inventer, de structurer un nouveau modèle qui soit d'un point de vue de la santé publique utile pour tous, applicable pour tous, à partir des directions les plus solides et les plus lourdes qui auraient été montrées sur le modèle expérimental et idéal des 20-25 heures en 1 pour 1. Donc ça demande vraiment une synergie très importante entre tous les acteurs, le monde médical, les pédiatres, les généralistes, les neuropédiatres, les pédopsychiatres, avec un savoir commun, un langage commun et vraiment une communication étroite pour le coup entre eux. Et puis cette diffusion d'informations auprès des professionnels de la petite enfance, auprès des professionnels de l'éducation et de la rééducation, avec l'enfant et la famille au centre des intérêts, et une guidance et une formation et un accompagnement très important des familles qui sont nos premiers partenaires.